de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Bonsoir et bienvenue à notre émission géopolitique. Ce soir, nous allons parler justement de la République démocratique du Congo. Vous savez que l'actualité est très riche en ce moment. Nous allons parler de la situation relative à l'état de siège et également la deuxième partie de l'émission, nous parlerons de la proposition de loi que l'ancien candidat à la présidence de la République démocratique du Congo, M. Noël Tchani, avait à l'intention justement d'être rendu au sein du Parlement pour légiférer dans une loi justement qui va adopter le concept de la congolité, qui va permettre à ce qu'au sommet de l'État, on ait un Congolais de souche, un Congolais de père et de mère, un Congolais d'origine. Voilà deux sujets justement qui ont interpellé justement notre attention ce soir au cours de cette émission. Vont ainsi participer à cette émission, nous avons en duplex M. Adrien Poussou. Il est ex-ministre de la Communication et de la Réconciliation nationale en République centrafricaine. Il est également journaliste et écrivain. Et également en duplex, nous aurons un correspondant à partir de Béni, où se trouve justement le cœur justement de tous les conflits que nous connaissons à partir de l'Est démocratique du Congo. M. Kambilo donc va réagir tout à l'heure pour nous donner son analyse sur la question relative actuellement sur l'état de siège qui a commencé depuis 48 heures déjà. Voilà, ça c'est le sujet donc de l'émission de ce soir. Mais déjà pour commencer, je vais remercier en tout cas tous les téléspectateurs de Canal 54 et Télé Saturne qui n'ont cessé de nous écrire pendant toute cette période pour nous encourager à faire ces émissions que nous faisons justement à travers le continent africain et ceux qui ont manifesté l'intention de nous aider dans la promotion de beaucoup de projets qui sont en possession chez eux. Donc, Canal Africa 54 est une chaîne panafricaine dédiée justement pour la visibilité de ces 54 États du continent africain. Voilà, pour commencer l'émission, nous allons d'abord reprendre en duplex Monsieur Adrien Poussou, qui va avec nous donc discuter de ce sujet très important qui est celui de l'état de siège. Ensuite, nous allons prendre notre intervenant à partir de Béni. Monsieur Adrien Poussou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kitoko. Merci de m'avoir invité. Vous êtes en tout cas le bienvenu à notre émission de ce soir pour parler de ce sujet
très important en République démocratique du Congo actuellement, vous le savez. Le président de la République, Tshisekedi Chilombo Antoine, venait de lancer justement l'état de siège dans deux provinces de la République démocratique du Congo, la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu. L'état de siège pour vous, en tant qu'homme politique, quoique étant actuellement dans une autre activité journalistique et d'écrivain, comment analysez-vous cette question de l'état de siège en République démocratique du Congo? D'abord, pour commencer, monsieur l'ex-ministre, l'état de siège, c'est quoi au juste par définition? Écoutez, je vous remercie de votre invitation. Et puis, je remercie également tous ceux qui sont devant leur poste téléviseur et qui nous écoutent et qui nous regardent également. C'est toujours avec le même plaisir de vous retrouver et de retrouver également les téléspectateurs de Canaf 54. L'article 85 de la Constitution de la République démocratique du Congo prévoit que le président de la République peut décréter l'état d'urgence ou l'état de siège lorsque des circonstances graves menaçant d'une manière immédiate l'indépendance de la nation ou l'intégrité du territoire national. Donc, face à un péril donné, le président de la République peut décréter l'état d'urgence ou l'état de siège. Je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent que lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2018, le président Félix Tshisekedi Tshilombo avait été élu sur la base des promesses, un certain nombre de promesses et d'engagements. Et le retour de la sécurité, notamment à l'Est, mais aussi sur l'ensemble du territoire national congolais, faisait partie justement de ces engagements, de ces promesses. Souvenez-vous qu'il y a 2 ans, en avril 2019 plus exactement, au cours d'une visite à Beni et à Goma, le président Tshisekedi avait promis de mettre définitivement en déroute la rébellion de ADF et les autres groupes armés. Je voudrais également rappeler que dans cette région-là, de l'Est de la République démocratique du Congo, il y a plus de 122 groupes armés qui sévissent. Je viens de parler de cette rébellion ougandaise des ADF qui a prêté allégeance au groupe État islamique. Donc, on voit bien qu'il y a une menace terroriste dans cette zone. Le président Tshisekedi ayant été élu sur la base de cette promesse-là, il sait mieux que quiconque que sa réélection dépend. Il sait mieux que quiconque qu'il sera jugé à l'aune des résultats et par rapport à ces promesses-là. Bien entendu, je peux comprendre les inquiétudes d'un certain nombre d'acteurs qui sont sur place. Je comprends qu'il y a une grande porosité entre l'armée congolaise et ces groupes armés, notamment l'affairisme de certains officiers qui posent problème. Donc, la stratégie actuelle du président Tshisekedi peut susciter des inquiétudes, mais savez-vous, connaissez-vous le dicton? La plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Et le président de la République démocratique du Congo a ces instruments. C'est un instrument. Je viens de vous dire qu'il a été élu sur la base d'engagements et de promesses.
Aujourd'hui, il dispose des instruments juridiques, notamment l'article 85 de la Constitution. Il met en place ces moyens-là. Moi, je suis comme saint Thomas dans la Bible. C'est au pied de l'édifice à construire qu'on reconnaît le maçon. Aujourd'hui, il s'agit d'un instrument, même si je souhaite que cet instrument soit strictement encadré par la loi pour éviter des dérives, parce qu'il s'agit des libertés individuelles qui sont aujourd'hui mises sous le boisseau. Il s'agit également d'un certain nombre de libertés publiques qui sont menacées. Mais on ne peut pas d'emblée reprocher au président de la République démocratique du Congo d'avoir tenté de régler définitivement cette question d'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je ne suis pas naïf. Je sais que la solution militaire ne résoudra pas cette crise sécuritaire, cette insécurité à l'Est là-bas. Même si je suis conscient également que les autorités congolaises ne peuvent pas faire l'économie d'une confrontation armée avec ces groupes rebelles, je pense qu'il faudrait que les acteurs congolais se retrouvent autour de la table. Il faudrait qu'en plus, c'est ce que je veux dire, en plus de la réponse strictement militaire, qu'on puisse mettre en place une réponse, je dirais, politique. Parce qu'il faut aussi s'interroger sur le fait que ces groupes armés-là continuent de recruter au sein de la population, et notamment de la jeunesse de l'Est de la République démocratique du Congo. Comme ils ont un réservoir assez important de gens qui sont frustrés, des gens qui sont impactés par une situation sociale et économique assez précaire. Donc, il faut aussi des réponses sociales, sociétales, des réponses économiques pour essayer de juguler ces problèmes-là, pour essayer de régler ces questions-là, si on veut régler définitivement la question de l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, donc pour vous, vous pensez que cette décision du chef de l'État est une décision légale du point de vue de la Constitution? Mais la Constitution, je vous ai rappelé l'article 85, lui donne la possibilité de décréter l'état d'urgence. Effectivement, je pose la question parce qu'il y a des mauvaises langues aujourd'hui qui pensent que le président de la République n'a pas respecté la Constitution. On le voit, on l'entend de la bouche de certains opposants, en tout cas, qui disent qu'il aurait fallu que ça passe d'abord par un examen au niveau de l'Assemblée nationale et que ça revienne encore pour prendre une décision définitive. Est-ce que ces analyses, ces discours, ces commentaires faits par les opposants sont-ils des réflexions en tout cas crédibles? Écoutez, on va pas faire du juridisme. Et on va pas faire du juridisme, on va pas non plus se contenter en tout cas, s'accrocher, s'arc-bouter à des formalismes. Cet article-là prévoit notamment que le président puisse s'adresser à la nation avant de prendre sa décision. Mais souvenez-vous, il y a des jeunes qui sont, à l'heure où on se parle, devant la mairie de Beni, qui ont fait le siège de cette municipalité, qui réclament la présence du président dans la région. Et puis, dans cette région-là, il y a un certain nombre de menaces. Alors, est-ce qu'on préfère pinailler autour des formalismes, et je dirais des formalismes
de mauvais aloi, ou alors on préfère trouver des solutions, des voies et moyens pour régler définitivement la question de l'insécurité dans ces régions-là. Moi, je pense qu'il faut la moins mauvaise solution serait de tenter de faire quelque chose. Et donc, le président de la République, de mon point de vue, de mon humble point de vue, j'allais dire, a pris la bonne décision. D'autant qu'aujourd'hui, on apprend que les populations dans cette zone-là sont, en tout cas, manifestent une certaine satisfaction. En tout cas, ont l'air d'applaudir la décision prise par le chef de l'État. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de difficultés. Il y a un certain nombre d'acteurs qui pointent notamment les accointances entre l'armée et ces groupes-là et qui pensent que l'armée serait, que le véritable problème de l'insécurité là-bas serait l'armée et qui qui s'arrêtent aux questions de personnes au lieu d'aller au-delà des personnes pour voir ce que concrètement les uns les autres peuvent faire pour que la sécurité puisse revenir dans cette région et soulager les populations. Moi, je ne veux pas, plus que les griefs, la plupart des griefs qu'on adresse à Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est qu'il aurait recyclé, en tout cas, il a décidé de confier la marche à suivre, la conduite des opérations dans cette zone-là à des ex-chefs rebelles. Mais ces ex-chefs rebelles ont été reversés au sein des forces armées congolaises, hein, et aujourd'hui, ils occupent des postes dans le haut commandement militaire. Et comme je vous ai dit au début de cette émission, moi je suis Saint Thomas, j'attends de voir avant d'émettre une quelconque critique ou avant d'émettre des réserves. Ok, alors nous allons prendre un intervenant à partir de Béni, hein, celui qui vit au cœur de la zone justement des conflits, ceux qui peuvent nous donner leurs commentaires, leur analyse de la situation justement réelle depuis que l'état de siège a commencé. Donc nous allons prendre le M. Gentil Cambilo. M. Gentil Cambilo, vous êtes à Béni. Oh là là, vous êtes à Béni. Vous êtes présentement à Béni, M. Gentil. Qu'est-ce qu'il en est au juste en ce moment où nous parlons? En ce moment où nous faisons cette émission en direct, est-ce que l'état de siège a apporté des solutions ou vous estimez que l'état de siège n'est pas une bonne solution pour éradiquer justement les criminalités à l'est du Congo? Vous qui avez récemment exigé la présence du chef de l'État, est-ce que cette décision de l'état de siège ne serait pas pour vous une solution qui peut justement apaiser la zone? Oui, Monsieur René, merci pour la parole m'accordée. Bonsoir d'abord et bonsoir à l'invité et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bon, pour dire que l'état de siège, moi je ne vois pas si c'est une réalité. Parce que depuis la proclamation de l'état de siège par le président de la République, sur les plans pratiques du genre résultat que la population attend, jusqu'à présent, rien n'est fait. Mais je pense que les uns et les autres sont là pour planifier la faisabilité de cet état de siège. Parce que, à part ce qui est fait, à part que les civils aient laissé la place aux militaires, toutes les juridictions civiles, c'est ce que je suis en train de faire allusion, toutes les juridictions civiles ont laissé place aux juridictions militaires. À part ça, rien n'est fait. Bon, je peux dire que ce sont les militaires qui sont là. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer réellement, mais sur les plans pratiques,
vraiment, ça ne se vit pas. Ça ne se vit pas. Bon, on pense qu'il y a d'autres mesures qui s'en suivront, mais actuellement, au moment où je vous parle, ce n'est qu'une parole, ce n'est qu'encore une promesse. Non, Ce mais n'est qu'est-ce que qu'une vous voulez nous dire promesse. par là? Qu'est-ce que vous voulez nous dire quand même? Parce que vous êtes à Béni. Ne nous dites pas que Moi, je l'état pense de que, siège n'a pas encore oui, pris son effet. moi, je pense que cette décision a été prise dans la précipitation. Non, 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 monsieur Gentil, soyons clairs. Oui, Vous êtes à Béni. Est-ce que l'état de siège n'a pas encore eu son effet? Est-ce que les populations n'ont pas accueilli les militaires dans la zone de conflit? Comment vous avez vécu la présence des militaires à Béni, par exemple? oui, c'est ce que je faisais allusion. Je disais que jusqu'à présent, rien n'est fait. À C'est-à-dire, part que, rien n'est fait, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? il n'y a aucun militaire qui est arrivé à Béni actuellement. Oh, Au qu'est-ce que ça moment où veut je dire vous ça? parle, on sait que nous avons un nouveau gouverneur, même d'une manière officielle, les maires de la ville qui faisaient l'intérim, il est là. Mais à part nous dire qu'il y a un maire qui va venir, qui sera un militaire, et lui aussi est passé aux médias pour nous préparer. Il y aura une nouvelle autorité qui viendra et nous sommes obligés de les soutenir. C'est ce qu'il nous a demandé. Mais jusqu'à présent, pour dire qu'il y a eu arrivé des nouveaux militaires, non. C'est pour cela que j'abordais la question en disant que cette décision a été prise dans la précipitation par des chefs de l'État. Parce qu'en principe, les chefs de l'État devraient d'abord écouter les revendications de la population. C'est depuis longtemps, nous Oui, avons non, déjà non, non. demandé Non, non, non. une Les relève de revendications de la tout. population, on les connaît. Les revendications de la population, en tout cas à Béni, vous êtes passé plusieurs fois à l'antenne. Vous tous, vous exigiez la présence physique du président de la République. Mais le président de Bon, la République avait envoyé par un message qu'il n'était pas possible de se déplacer parce que sa présence physique seule ne suffisait pas pour résoudre la question. Voilà pourquoi il a amorcé ce processus de l'état de siège sur le plan constitutionnel pour agir de manière efficace. En quoi le président de la République a agi précipitamment? Oui, c'est la question que je voulais aborder. Parce que cette décision a été prise dans une brutalité, précipitamment. Parce que, en principe, il devrait écouter les revendications de la population de Béni. Parce que depuis bien longtemps, on a déjà demandé une relève effective de tous les militaires qui sont ici. Parce que d'une manière ou d'une autre, ils sont cités dans tous les malheurs que nous sommes en train de traverser. Mais si on laissait les mêmes militaires, on n'aura pas un bon résultat. Mais il devrait d'abord commencer par écouter d'abord sa population qui demande une relève de cette armée, des troupes qui ont beaucoup traîné ici dans la région, et puis amener des nouvelles animateurs, donc des nouveaux troupes qui vont venir se battre. Mais pour dire qu'il va utiliser les mêmes troupes qui sont ici, je ne crois pas s'il aura un bon résultat. Ça veut dire que ce sont les militaires qui sont là, ce sont ceux qui ont géré la province, qui sont dans l'armée depuis des années, qui sont probablement en connivence avec les troupes rebelles, c'est ça? Bien sûr. C'est pour cela que nous on demande souvent que les chefs de l'État relèvent tous les troupes qui sont ici, qu'on les enlève d'ici, qu'on nous amène des nouveaux militaires, des nouvelles animateurs des institutions. Mais sinon, globalement, l'idée de l'état de siège, est-ce que l'idée de l'état de siège est une bonne solution pour vous, à Béni? Bon, pour nous, tout ce qui peut être une solution, c'est une bonne chose. Si l'état de siège serait une solution idéale,
pour une paix effective dans la région de Béni, nous n'avons qu'à applaudir, nous n'avons qu'encourager, parce qu'il faut encourager des bonnes initiatives. Bon, jusqu'à présent, pour dire que l'état de siège n'aura pas de fruits, n'apportera pas ses fruits, c'est encore tôt. Mais avec la lire où dans laquelle l'état de siège vient de s'imposer, avec les mêmes militaires, on ne s'attend à rien. Voilà, il n'y a pas confiance. Donc, les populations n'ont pas confiance aux mêmes militaires qui sont là avec vous pendant des années et qui risqueraient justement de ne rien faire pour changer les choses sur le point sécuritaire. Voilà, monsieur, en tout cas, monsieur Kambil, merci beaucoup, hein, merci pour votre réaction. Nous n'allons pas vous retenir longtemps à cette antenne ce soir. Nous allons revenir avant la fin de ce week-end pour reparler de cette question, pour voir dans quelle mesure les populations de Béni, parce qu'effectivement, l'état de CNAPI, son effet qu'à partir de hier seulement, nous sommes aujourd'hui le 7 mai, et ça n'a pris effet qu'à partir d'hier, le 6 mai. Donc, nous espérons que d'ici, avant la fin de la semaine, les unités militaires qui sont affectées vont justement occuper la mairie de Béni pour pouvoir probablement changer les choses. Voyons voir ce que ça va se passer. Et en tout cas, merci beaucoup, Maître Gentil, à moins que vous ayez un dernier mot. Oui, j'aimerais juste ajouter, depuis que le chef de l'État a décrété l'état de siège, la criminalité urbaine vraiment a pris de l'ampleur, parce que c'est avec tristesse que nous avons aussi perdu un autre jeune. On s'est réveillé, on a retrouvé un jeune qui était déjà abattu, couché dans une fosse optique. Bon, pour dire des morts des représentants de tous les musulmans qui a été abattu en pleine mosquée, en pleine prière. À part ça, c'est la criminalité urbaine qui a pris vraiment de l'ampleur. Ok, merci, mais précisons quand même que le représentant de musulmans qui a été assassiné en pleine mosquée, c'était avant que le président de la République ait décrété cet état de siège quand même. Et ensuite, bon, l'information que vous nous donnez par rapport aux jeunes qui a été retrouvé assassiné probablement par les éléments nuisibles. Bon, ça, l'état de siège n'a commencé qu'hier. Et donc, voyons voir à partir de la semaine prochaine s'il y aura encore d'autres crimes qui seront commis. Mais déjà, le fait que vous ayez évoqué le cas de ces militaires qui sont dans la région depuis toutes ces années où les criminalités sont allées croissantes dans cette partie du Congo, c'est ça qui pourrait justement inquiéter quand même les gens qui vous écoutent. Et nous espérons que les instances supérieures en République démocratique du Congo prendront en tout cas cette remarque en considération pour pouvoir refaire les choses autrement. Merci, Monsieur Kambil, pour votre intervention ce soir à cette émission. Merci et bonsoir chez vous. Au revoir. Voilà. Nous allons continuer notre émission. Et notre ami nous a quittés parce qu'il était prévu qu'il nous donne juste son point de vue par rapport à l'effectivité de l'état d'urgence, enfin, l'état de siège actuellement. Vous avez entendu à l'espace de 48 heures déjà que l'état de siège a été rendu effectif dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Nous précisons que lui, il se trouve au Nord Kivu, précisément à Béni. Voilà. Donc, nous allons continuer notre débat avec M. Adrien Poussou. M. Adrien Poussou, vous avez, M. Adrien Poussou, suivi l'intervention de notre ami de Béni, lui qui vit justement ces atrocités au quotidien. Voilà, vous avez défini tout à l'heure, selon la Constitution, l'importance de l'état de siège, les réalités, les promesses que le chef de l'État a fait par rapport à cette population victime depuis des années, par rapport à cette question de crime à l'est du Congo. Voilà que l'état de siège n'applique effet qu'à partir de hier, c'est-à-dire ça fait 48 heures quand même, 24 heures, 48 heures. Il y a eu encore un autre
un autre crime dont il fait allusion, dont il a fait allusion tout à l'heure, d'un jeune qui a été retrouvé dans le fosse. Est-ce que vous pensez que cette question de l'état de siège, alors que le président de la République probablement devrait commencer par relever ces militaires qui sont dans cette région depuis des années. Et ce sont les mêmes qui ont été reconduits à des postes de responsabilité pour combattre les crimes auxquels ils ont été témoins pendant des années. Est-ce que la remarque de notre intervenant de tout à l'heure ne serait pas légitime? Écoutez, je comprends l'impatience de notre ami de Beni, d'autant que le baromètre sécuritaire du Kivu, KST, a recensé depuis 2017 à aujourd'hui près de 5000 victimes, 5000 morts déjà dans cette région là-bas. Donc, ça peut susciter des réactions, je l'ai dit, d'impatience. Mais on ne peut pas faire une évaluation de cet état de siège-là en 24 heures. C'est une grande machinerie, l'armée, ça se met en place étape par étape. Et puis, on ne peut pas régler cette crise qui est profonde, qui est protéiforme en 24 heures. Maintenant, je vous ai dit au cours de cette émission que je ne voudrais pas, moi, rentrer dans un débat de personnes. C'est vrai que notamment les organisations de défense des droits de l'homme qui sont sur le terrain, sur place, pointent la longévité assez exceptionnelle, il faut le dire, de certains chefs militaires là-bas, de certains militaires sur le terrain, qui sont devenus en réalité une partie du problème. Mais l'armée est une grande machine. L'armée, c'est une institution, c'est un État dans un État. Et vous savez qu'il y a beaucoup de... Il y a des pesanteurs au sein de l'armée, mais aussi l'armée a ses règles, notamment pour les mouvements de gradés et un certain nombre de choses. Laissant le temps à ceux qui ont eu la responsabilité de conduire ou cet état de siège, cette nouvelle stratégie décrétée, décidée par le président Tshisekedi, ils ont un mois pour faire leurs preuves et au bout d'un mois, probablement l'état de siège sera reconduit, mais on peut faire des réajustements au bout d'un mois pour... on pourra à ce moment-là faire une évaluation, voir ce qui a marché, ce qui a moins marché, et puis réajuster la stratégie et avancer. Le plus important, c'est de soulager les populations qui subissent ces exactions. Vous savez que ces groupes armés qui sont dans cette zone-là sèment chaque jour, et notre ami de Beni l'a rappelé, souffrance et désolation. D'ailleurs, pour ça que je vous disais que la réponse militaire ne suffit pas. Il faudrait, à côté, en plus de la réponse militaire, mettre en place une réponse sociale, sociétale, économique. Oui. Et toutes ces réponses vont permettre à ce qu'il y ait un grand changement dans la région, c'est ce que vous voulez nous dire. Et nous espérons effectivement que le président de la République avec son staff ou les conseillers pourront quand même revoir la dynamique, revoir la manière de faire les choses, parce que le témoignage de tout à l'heure est un témoignage en tout cas choquant d'une manière ou d'une autre, parce que c'est un habitant de Beni qui est passé plusieurs fois à notre antenne, qui a crié tout le soir,
tous les jours, en tout cas, sur les crimes qui sont perpétrés au niveau de Béni. Et lorsqu'on reprend l'idée que le président de la République a agi de manière précipitée et qu'il aurait dû commencer d'abord par relever le militaire en place au niveau de la région et affecter d'autres éléments qui ne connaissent pas la région. Donc, vous voyez, donc c'est un élément pour lequel justement nous aimerions Monsieur les Kitoko, privilégiés. Monsieur Kitoko, Oui. qu'est-ce que n'aurait-on pas dit si le président n'avait pas pris cette décision? On l'aurait taxé d'immobilisme. On lui aurait fait un procès en sorcellerie. Hein? On aurait pointé son incompétence sur ces questions-là. Il a déjà été traité d'incompétent. Ça fait des années, ça fait des années que ce problème-là perdure. Ça fait des années que les populations de cette zone-là sont en proie à l'insécurité. Et il faut trouver des solutions à ce problème-là, à cette problématique, à ce drame que vivent les populations au quotidien. Et je pense que l'état de siège est le début de réponse à cette situation. Le président de la République, je le sais, est bien entouré. Il est entouré de personnes compétentes. Je pense notamment à son conseiller en matière de sécurité, François Béat, qui est un grand professionnel sur ces questions-là, qui a dirigé pendant des années la direction nationale, la DGM là, de migration, qui a une vue assez synoptique sur les questions sécuritaires dans le pays. Je pense qu'il faut donner du temps à ceux qui entourent le chef de l'État. Il faut donner du temps au chef de l'État. Et puis, la réélection, puisque la prochaine élection, c'est dans quelques années, c'est 2023. Si je ne dis pas de conneries, et le président de la République devra répondre devant la population. Si jamais il veut solliciter un nouveau bail à la tête du pays, eh ben, on jugera son bilan et on lui dira que Monsieur le Président, on vous a élu, mais l'insécurité persiste encore à l'Est. Donc, le chef de l'État, en tout cas, je lui accorde le bénéfice de la bonne foi. Il cherche à solutionner cette question, ce problème qui n'a que trop duré. Il faut souhaiter ardemment que ceux qui ont été nommés à la tête des institutions militaires là-bas puissent faire leur travail avec conscience, avec patriotisme, et que pour éviter d'autres dérives et pour ne pas donner raison à ceux qui aujourd'hui estiment que le président aurait mis la charrue avant les bœufs. Je l'ai dit, on cherche des solutions. L'état de siège a été décrété, mais il faudrait maintenant retourner au Parlement pour encadrer cela strictement dans le cadre de la loi. Voilà, le président de la République, qui est un homme de loi, qui respecte la Constitution en tout cas, ne va pas se dérober à ces sujets parce que c'est quelqu'un qui suit scrupuleusement justement les textes de la Constitution. Voilà, donc, mais je vais poser quand même la dernière question pour terminer cette partie de l'émission. En écoutant notre ami, notre intervenant de tout à l'heure à partir de Béni, qui dit que, au fait, le président, en fait, la mesure en elle-même n'est pas mauvaise, mais que le président de la République aurait dû d'abord démettre les militaires en poste, ceux qui sont là depuis des années, et que les remplacer par d'autres, pas des nouveaux. Cet élément-là, ça vous dit quoi? Monsieur Kitoko, je vais vous renvoyer votre question. Est-ce que vous êtes spécialiste des questions militaires? En tout cas, moi, je n'ai pas la prétention d'être un expert de ces questions-là. Je sais une chose, le président sait ce qu'il fait, et que l'armée a ses règles. Et puis, je vous ai dit, la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Il y a un dicton
de chez moi qui dit que lorsque votre maison brûle, vous ne choisissez pas la qualité d'eau que vous allez utiliser pour éteindre le feu. Vous prenez ce qui y a sous la main et pourvu que l'incendie soit jugulé. Je crois que le président de la République est dans cette attitude. Hein? Aujourd'hui, c'est une question qui n'a que trop duré, je l'ai dit. Il y a urgence d'agir. Hein? Il a agi en urgence. Peut-être qu'au bout d'un mois, hein, on va réajuster les tirs. Hein? À l'heure du bilan, on verra ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et puis, il y a l'usure lorsque, et ça c'est les sociologues, les spécialistes en droit de travail et autres coachs qui le disent, lorsqu'un travailleur reste assez longtemps quelque part, ce travailleur-là est gagné par l'usure. Donc, il serait bien de faire un mouvement d'ensemble pour que ces militaires qui sont là-bas soient mutés dans d'autres régions du pays et qu'on apporte du sang frais. Donc, je pense que c'est prévu. On peut pas quand même faire ce procès-là. Hein, on peut pas dire que le président de la République et toute son équipe et son cabinet comment dirais-je, ne sont pas informés amplement sur ce qui se passe là-bas. En tout cas, ils savent ce que vous et moi, nous ne savons pas. Et je leur accorde le bénéfice du doute, hein, le bénéfice de leur bonne foi. Et je pense qu'ils agiront au mieux des intérêts du peuple congolais. Bien sûr, le président de la République agit toujours dans l'intérêt du peuple congolais, quelles que soient les déclarations de certains éléments de l'opposition. Il ne s'est pas porté au sommet de l'État justement pour agir contre son propre peuple. C'est leur droit. Voilà. C'est leur droit, M. Kitoko. On ne peut pas faire le reproche à l'opposition de critiquer les actions du chef de l'État. C'est dans la nature même de l'opposition d'émettre des critiques sur les actions, les décisions, les prises de position du chef de l'État. Ce n'est que normal et cela montre bien la vivacité de la démocratie congolaise. Donc, il ne faut pas balayer d'un revers de main tout ce que dit l'opposition. Il y a des bonnes choses dedans. Il y a des choses moins bonnes, bien évidemment, mais vous savez, j'ai toujours dit que sur un certain nombre de questions, pouvoir et opposition peuvent se retrouver. Et sur la question de l'insécurité à l'Est, le pouvoir congolais et l'opposition congolaise peuvent se retrouver parce qu'il s'agit là d'une nécessité nationale. Hein? Et lorsque il se pose une problématique liée à la nécessité nationale, on peut se retrouver. On peut faire l'unanimité. On peut parvenir à un consensus. On peut, parce qu'il n'y a pas l'opposition d'un côté et le pouvoir d'un autre. Il n'y a que le peuple congolais, hein, il n'y a que les populations congolaises qui subissent dans leur chair les affres de cette insécurité. Alors, si l'opposition aspire à diriger le pays, mais il faudrait bien qu'il y ait du monde à l'Est pour que cette opposition-là puisse les diriger. Donc, il s'agit des cailloux dans la chaussure que le président de la République, dans la chaussure du prochain président, hein, que le président de la République essaie d'enlever. Donc, donnons-lui la main, accompagnons-le par nos prières, par nos idées, pour que la sécurité puisse revenir dans cette région de la République démocratique du Congo. Voilà, et pour cela, nous allons conclure en disant tout simplement que
même pour le camp de l'opposition, un peu plus d'honnêteté intellectuelle est recommandée lorsque de bonnes décisions sont prises par le président de la République. En tout cas, pour ce cas-ci, il ne pourrait pas y avoir d'opposant par rapport à cette décision courageuse qui a été prise par le chef de l'État congolais. Merci, M. Adrien Poussou. Nous allons passer à la deuxième partie de cette émission après un court moment d'interruption. À tout à l'heure. Merci, M. Adrien Poussou. Vous êtes toujours en direct avec nous, en duplex, à partir de votre résidence très loin dans un pays que nous ne pourrions pas citer ici à l'antenne. Nous savons là où vous vous trouvez. Vous êtes très loin même du continent européen, mais vous avez quand même le temps de réagir aux problèmes qui touchent le continent africain. Merci en tout cas de votre fidélité toujours à tout moment que nous faisons appel à vous, à votre analyse. Vous êtes toujours présent pour réagir. Nous allons maintenant aborder la deuxième partie de l'émission, la question relative toujours en RDC. Je crois que vous avez suivi récemment et l'ancien candidat à la présidence de la République de 2018, M. Noël Tchani, qui avait émis l'idée d'une proposition de loi sur la notion de la congolité. C'est-à-dire que pour être président de la République, il fallait que l'élu ou les candidats soient de père ou de mère congolais, c'est-à-dire congolais de souche. Comme l'on voit dans la plupart des pays, en tout cas, à ce niveau-là, se fermer. Il faut que l'on ait au sommet de l'État un natif du Congo. Qu'en pensez-vous? Écoutez, par nature, hein, je suis excessivement méfiant lorsqu'une loi ou une intention est d'exclure ou porte les germes de la division ou de l'instabilité. Souvenez-vous de la Côte d'Ivoire et de l'ivoirité. C'est parce qu'il y a eu une loi, un article de la Constitution qui disait que pour être président, il faut être né de père et de mère ivoirien pour être chef de l'État. Et cela nous a conduit à 10 ans d'instabilité, à une guerre atroce qui a fait des milliers de morts en Côte d'Ivoire. À l'heure où on parle d'inclusion, à l'heure où la majorité de la société africaine dénonce les frontières artificielles que nous avons héritées de la colonisation, à l'heure où on s'est rendu compte que nos divisions nous ont amoindris et ont fait en sorte qu'aujourd'hui nous pataugeons et que nous n'avancions pas, il serait contre-productif, de mon point de vue, de diviser ou d'apporter, de vouloir instaurer des lois qui divisent. Et je voudrais, parce que je prends très au sérieux cette question-là, je prends également très au sérieux les prévisions de Frantz Fanon qui disait que l'Afrique a une forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Aujourd'hui, si le Congo, et je suis centrafricain, donc juste à côté, voisin, si le Congo connaît une instabilité, ça risque d'avoir un impact négatif sur l'ensemble de la région. Et vous allez je parle sous votre contrôle, je crois que le Congo partage ses frontières avec pas moins de 9 pays. Donc, si aujourd'hui le Congo est instable, c'est une dizaine d'États africains qui sera aussi secoué. Ça, c'est la première des choses.
L'intention derrière cette loi, et je ne suis pas congolais, donc je n'ai aucun titre à m'exprimer sur ces questions qui concernent que les Congolais. Mais en tant que panafricain, je me dois d'apporter mon point de vue. L'intention, on parle de magnifier une certaine congolité. Mais à ce concept-là, moi, je voudrais opposer, au lieu de magnifier strictement la congolité, qui serait en opposition, en tout cas qui tenterait d'exclure un certain nombre de fils du Congo, moi, je veux parler de cette congolité féconde, autant pour moi, cette congolité féconde qui est dans le droit fil de ce concept-là que le grand philosophe et grand écrivain Édouard Glissant avait conçu, le tout monde. Donc, ce tout monde-là magnifie nos différences. Voyez-vous, on peut, dans le cadre d'une nation, d'une république, être différent. C'est comme les enfants d'une même mère. On peut appartenir à une même famille, comme on dit en Afrique, on peut être de même père et de même mère, mais avoir des points de vue différents, divergents, réfléchir autrement. Je suis en train de vous donner un scoop sur votre plateau. Je suis justement en train de travailler sur cette notion-là de congolité. Je prépare un ouvrage qui aborderont ce concept. J'oppose au concept de congolité la congolité féconde, qui n'exclut pas, mais qui inclut l'ensemble des Congolais au difficile travail de construction de la République démocratique du Congo. Oui, mais cette question n'est pas non plus tombée comme ça par hasard. Le Congo quand même a expérimenté une mauvaise expérience depuis une certaine période où on a vu certaines personnes arriver à certains postes de responsabilité et qui se sont comportés d'une certaine manière qui n'a pas plu, tout en n'ayant pas respecté même les lois de la République, et qui ont été accusés aussi d'usurpation de la nationalité congolaise et qui se sont méconduits comme dans la marche des institutions. Mais vous ne pensez pas quand même que à un moment donné, il n'est pas question ici de parler de l'exclusion, mais plutôt de remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire que l'on sache qui est qui. Parce qu'en fait, au Congo, vous le savez, c'est un pays où non seulement les frontières sont poreuses, mais que certaines personnes sont au Congo sans avoir eu même une carte d'identité, et que dans cette confusion, en ont profité justement pour s'imposer en tant que Congolais. Mais qu'aujourd'hui, certains fils du Congo qui ont compris la chose arrivent à apporter une réflexion à ce niveau, il ne s'agit pas ici de l'exclusion. Plutôt, question de remettre les pendules à l'heure, que l'on sache au moins qui est qui. Non, je crois que je me suis peut-être très mal exprimé, mais je vois que je me suis fait mal compris par vous. Voyez-vous, j'ai dit que je me méfie des lois qui portent les germes de l'exclusion et de la division. La question que vous soulevez a trait à l'état de droit et au respect des lois de la République. Il appartient aux Congolais, aux institutions congolaises, aux acteurs politiques congolais de mettre en place des instruments juridiques qui puissent leur permettre de renforcer l'état de droit.
cela commence par le contrôle des États civils. Hein? Je ne vous apprends rien lorsque je dis qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui naissent au Congo et qui n'ont pas la possibilité de se voir offrir un certificat de naissance. Voilà, c'est ça. Alors, ces enfants-là, vous allez leur dénier leur appartenance à la nation congolaise? Je ne le pense pas. Vous voyez, il y a des enfants, et pour insister sur cette question, qui sont nés et qui ont déjà échoué leur vie. Ils ont échoué leur vie parce qu'ils n'ont même pas la possibilité de s'inscrire à l'école. Parce que l'acte de naissance, justement, ouvre la possibilité de s'inscrire à l'école. Dès lors que l'État est incapable ou les collectivités territoriales et autres sont incapables d'offrir ce minimum-là à leur population, je pense que c'est un problème que de vouloir apporter ou de faire un distinguo entre les Congolais qui auraient leur papier parce que nés en ville et ceux qui sont nés dans des régions reculées et qui ne pourraient pas ou qui ne pourront pas prouver qu'ils sont bel et bien Congolais et nés sur le territoire congolais. Non, maintenant, il y a je ne toujours parlais une pas. procédure Si vous permettez, je vais finir sur cette question. Je ne balais pas d'un revers de la main les difficultés que le Congo a eues. L'histoire du Congo de ces 20 dernières années avec des rébellions soutenues par des pays voisins, avec des acteurs venus des pays voisins et autres qui ont eu à faire de l'ingérence dans les affaires internes du Congo. Et ces questions-là perdurent. Mais vous savez, moi, je suis panafricain. Alors, pour moi, un Africain qui est sur un autre territoire africain ne devait pas poser de problème. Si tant est que cet Africain respecte la loi, les règles de son pays d'accueil. Il faut que l'État puisse faire appliquer ces règles. Mais il ne faudrait pas que partir d'une bonne intention, parce que vous savez que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il ne faut pas, au nom de ce besoin d'assainir notamment l'échiquier politique congolais, en arriver à des situations d'extrémité qui pourraient engendrer d'autres soucis, d'autres problèmes. Nous espérons que avec cette loi, au moins, les Congolais vont retrouver leur autonomie, les Congolais vont retrouver leur confiance, parce que, comme vous le savez, la plupart des conflits que les Congolais connaissent depuis une vingtaine d'années actuellement, c'est souvent la crise identitaire qui a été justement souvent confondue par certains éléments qui sont venus avec la rébellion de 1997 en République démocratique du Congo, qui a porté certaines personnalités justement au sommet de l'État. Et j'espère qu'à la prochaine émission, nous allons parler de certains noms qui sont aujourd'hui évoqués par rapport à cette allusion faite à la question liée à la proposition de loi que l'ancien candidat à la présidence de la République, M. Noël Tchani, voudrait introduire justement au Parlement. Mais déjà, il est vrai que la plupart des Congolais, déjà, à travers les différentes statistiques, en tout cas statistiques des sondages d'opinion, sont favorables à cette proposition que M. Noël Tchani voudrait introduire au Parlement congolais, vous savez. Et donc, nous espérons que nous allons reprendre ce débat, M. Adrien Poussou. Nous sommes déjà à la fin de cette émission, mais j'aimerais que vous donniez un dernier mot en 30 secondes. Un dernier mot pour vous dire que toutes les problématiques que vous avez soulevées sont pertinentes et méritent un début de réponse.
mais il ne faudrait pas que sur le vaste territoire congolais, on arrive à créer des citoyens de seconde zone ou qu'on arrive à créer des citoyens apatrides. Il faut régler d'abord la question des états civils. Hein? Il y a un certain nombre de problèmes à la base qu'il faut que nos états puissent régler. Les problèmes que les Congolais ont chez eux, nous, Centrafricains, nous avons les mêmes problèmes dans notre pays où on a vu débarquer des citoyens qui n'ont pas de village à l'intérieur du pays, hein, qui ne peuvent pas indiquer leur ascendance dans notre pays, mais qui ont été nommés dans le gouvernement, tout cela. Moi, en tant que panafricain, cela ne me pose aucun problème si cela se fait dans le cadre de la loi et dans le cadre du respect des règles établies, notamment des règles de nationalité. Il faut respecter cela. Mais puisque nous sommes dans une dynamique de contestation des frontières héritées de la colonisation, il faut mener une réflexion d'ensemble sur ces questions-là. Merci. Une réflexion d'ensemble sur la question liée à la nationalité, à la congolité ou à l'appartenance à la nation congolaise. Tel est justement le dernier mot de cette émission. Monsieur Adrien Poussou, merci beaucoup. Merci d'être venu à cette émission. Merci de votre réflexion, en tout cas, qui va aider la plupart des Congolais à cogiter chez eux et à faire une autre analyse, chacun selon sa compréhension de cette proposition de loi qui viendrait bientôt, justement, au Parlement congolais. Merci, messieurs. Merci à vous tous, donc, qui nous suivez pour le moment. Merci à tous les téléspectateurs qui nous écrivent à cet instant à partir de l'Afrique. Il a été question ce soir de parler de l'état des sièges avec notre correspondant, notre intervenant de Béni qui a exprimé ici son mécontentement, en fait, et son insatisfaction par rapport à cette mesure qu'il a considérée de précipitée par le président de la République parce que, normalement, il aurait dû d'abord relever les militaires qui ont vécu avec eux pendant des années et qui ont été témoins de ces atrocités pendant des années. Il aurait fallu d'abord que le chef de l'État, le commandant suprême des armées, relève de leur poste de responsabilité ceux qui sont aujourd'hui reconduits en tant que gouverneurs de province dans cette contrée de l'Ituri et du Nord Kivu. Voilà une observation qui est évoquée par un Congolais vivant à Béni, un Congolais qui vit les atrocités à Béni au quotidien. Il a conclu à dire en même temps que rien n'est encore changé, mais nous avons quand même précisé que l'effectivité justement de cet état d'urgence, de cet état de siège, n'a commencé que hier, le jeudi 6 mai 2021, et nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 mai 2021. Donc, dans les jours à venir, probablement, les choses vont aller avec une grande vitesse, c'était le chef de l'État l'avait proposé. Voilà, merci d'être venu à cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. À la fin de l'émission, nous venons de parler justement de cette proposition de loi de M. Noël Tchani qui voudrait qu'au sommet de l'État, il y ait un Congolais de souche, un Congolais d'origine qui peut justement porter le Congo vers la destinée éternelle. Merci de nous avoir suivis. Vous avez été si nombreux. Nous avons M. Alphonse Kedima qui nous écrit à partir de Lubumbashi. Il y a aussi Madeleine Mundou qui nous écrit de Kananga. Madeleine Mundou. Et voilà. Il y en a une douzaine de personnes qui nous ont écrit ce soir. Voilà. Nous allons réagir après cette émission. Merci à vous tous. Le rendez-vous est pris pour demain. Il y aura un grand débat demain justement sur la même question. Merci d'avoir été avec nous ce soir. À très bientôt. Au revoir. Canap 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV.
Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.